il est 19 h. Yarana, merci d'être sur la première. Voici les titres de ce journal. 24 tonnes de thon pêchées en une campagne, c'est exceptionnel selon les professionnels. Aujourd'hui, le marché local est entièrement fourni et le poisson continue de ravir les papilles d'étrangers. Les ministres s'apprêtent à passer la main. Un dernier point aujourd'hui avec les chefs de service et dernière visite de chantier pour le vice-président. Une journée un an sans émotion. Fin des fonctions aussi pour le président de la Polynésie. Edouard Fritsch est sur la première ce soir pour dresser un dernier bilan. Une centaine d'élèves réunis pour les finales d'athlétisme de l'USSP. Les îles ont même fait le déplacement pour affronter Tahiti en course à pied ou encore en saut en hauteur. Mais d'abord, les Tuamotu centre et sud, mais aussi les îles du Vent sont placées en vigilance orange pour les fortes pluies depuis 15 heures. Les habitants de Teahupo'o revivent la catastrophe du 1er mai. 75 mm de pluie sont tombés en l'espace de 3 heures cet après-midi. Les sinistrés sont impuissants face à la crue de la rivière Faouro. Nous rejoignons sur place Arihwe Tefafana et Sandroli. Arihwe, bonsoir. On imagine que les sinistrés sont désemparés. Oui, bonsoir Ayata. Comme si une fois ne suffisait pas, ici la population de Teahupo'o porte encore les stigmates de la première crue. Il venait pourtant de s'en remettre. Il venait également, il venait de finir tout le nettoyage des dégâts causés par la première crue. Cet après-midi, les habitations situées juste à côté de la rivière Urihe ont vécu encore un épisode similaire à la première, comme ici chez les Maoni, la famille Maoni, où l'eau est complètement rentrée dans la maison. Et comme vous pouvez le voir, les affaires ont été mises en hauteur justement pour faciliter le nettoyage. Et justement également, nous sommes accueillis avec Sandro ici dans la famille Maoni. Et je suis avec Manutea Maoni, justement, qui avait publié des vidéos de ces inondations cet après-midi. Manutea, Yorana. Yorana, Arihwe, Yorana, tous nos téléspectateurs qui nous regardent ce soir. Alors, Manutea, si on devait comparer les inondations d'il y a 10 jours à aujourd'hui, est-ce similaire ou pas? Alors, sans aucun doute, la première inondation que nous avons vécue, eh bien, elle a été vraiment catastrophique. Cependant, eh bien, cette deuxième inondation n'a pas été vraiment catastrophique, en effet, que la première. Qu'est-ce que vous avez perdu aujourd'hui ce soir? Eh bien, étant donné que dès la première crue, nous avions déjà tout perdu, donc là, nous n'avons pas perdu grand-chose, juste le nettoyage qui était un peu plus chiant à faire. On voit que 2 fois dans la même semaine, ça vous inquiète. Est-ce que, avec tes grands-parents et tes parents, peut-être il y a une cause par rapport à ça? Alors, je pense, tout d'abord, en effet, il y a plusieurs causes, cependant. La première, eh bien, c'est ce problème d'enrochement, justement, qui s'est effondré juste à l'arrière de notre maison. Et également, la deuxième cause, je pense, c'est également le rehaussement du pont. De ce fait, il n'y a plus eu d'évacuation pour l'eau. Voilà. Justement, ce soir, comment vous vous sentez, sachant que demain, il y a encore des fortes pluies? Alors, nous ne dormirons pas effectivement sur nos 2 oreilles, c'est sûr. Parce que si ça s'est produit une deuxième fois, forcément, jamais 203, eh bien, ça peut se reproduire une troisième fois. Donc, nous vivons, je pense, maintenant constamment dans la peur. Un dernier message peut-être pour la population ou pour peu importe. Alors, je tiens tout d'abord à remercier Tavana Rognou et son conseil municipal de nous avoir aidés durant cette semaine de nettoyage avec les CAE, etc. Mais également, je tenais à faire appel au ministère de l'équipement pour venir régler ce problème au plus vite qui est situé juste à l'arrière de notre maison. Merci. Donc voilà, Ayata, un appel d'aide de la famille Maoni. En tout cas, ici à Teahupo'o, les travailleurs de la commune continuent à travailler face à ces inondations. Une grosse pluie est prévue encore demain, donc restons vigilants. Merci beaucoup Arihwe Tefafana et Sandroli pour ce point en direct depuis le PK0. La commune de Hiti a aussi subi des pluies torrentielles. 80 mm de pluie sont tombés en 3 heures. Le Haut-Commissariat appelle à la prudence et invite les habitants à limiter leurs déplacements.
Avec une production annuelle de 7000 tonnes environ, la pêche hauturière poursuit sa progression et veut faire mieux cette année. L'un des principaux producteurs et exportateurs du pays fait de bons chiffres et témoigne. Le pays assure sa sécurité alimentaire en la matière et exporte beaucoup plus. Les détails avec Chiquita Teiva et Jérôme Lee. L'Ulysse 2 est arrivé avec 24 tonnes de longe de thon sous vide, essentiellement destinées à l'export. Il est 17h, on s'active au déchargement car les cartons doivent rapidement être disposés dans un conteneur. Le poisson surgelé est destiné à la métropole, donc il va être conditionné en carton de 400 kg, mis dans un conteneur de 40 pieds. Donc le conteneur va être plein et sera expédié par cargo, navire cargo sur la France la semaine prochaine. Pour garantir la fraîcheur du produit, l'opération doit se faire de nuit et sous haute surveillance, biosécurité oblige. Je contrôle surtout la température des produits pour que la chaîne du froid ne soit pas interrompue. Parce que dans le cas contraire, il peut y avoir des productions d'histamine et tout, et ce n'est pas bon pour le consommateur. On a des conditions à respecter pour l'export. Si ce n'est pas respecté, si ce n'est pas conforme, on ne peut pas autoriser l'export dans l'Union européenne. À la tête de cette campagne de 100 jours de pêche, Xavier, 32 ans. Il maîtrise toute la chaîne, de la découpe des pièces pêchées à la mise sous vide. Tout est fait à bord. C'est lui qui gère le stock. On met les filets sur la balance et une fois pesé, l'étiquette est sort et les données sont allées directement sur l'ordinateur à la passerelle, ce qui me permet de savoir le tonnage et le nombre de filets. Un peu plus de 10% seulement des fruits de cette pêche vont se retrouver sur les étals à côté des poissons du lagon, tout aussi appréciés des Polynésiens. Ah oui, même poissons de lagon, tout. Si je peux manger maximum de poissons, je ne mangerai que de poissons. Là, je prends pour 40 kilos, donc on fait un tam pour la paroisse. On a une société de production à Ronguiroa, donc qui nous fournit directement. Donc on n'est jamais à court de poissons. Avec 4500 tonnes de thon consommées chaque année par les Polynésiens, l'entreprise affirme aujourd'hui que la Polynésie jouit d'une certaine sécurité alimentaire dans cette protéine très prisée. De la politique à présent, dans quelques heures, ils ne seront plus ministres ni présidents. Le gouvernement d'Édouard Fritsch, le 4e depuis 2018, fait ses cartons. Cybèle Plichard et Marcel Bonneau étaient aux côtés du vice-président Jean-Christophe Bouissou pour cette journée particulière. Regardez. Dernière réunion avec les acteurs de l'urbanisme, du port autonome, de l'aviation civile ou du logement social. Jean-Christophe Bouissou doit faire le deuil de ses 9 années à la tête de ministères stratégiques. J'ai souhaité provoquer cette réunion, c'est vraiment le dernier jour, pour passer en revue toutes les opérations que nous avons, les dossiers qui sont en cours. Il faudra faire avec ce goût d'inachevé. Le projet d'aéroport international de Nukuhiva, les 486 logements sociaux en cours de construction, mais le vice-président l'assure, la passation de pouvoir se fera proprement. Alors j'ai préparé minutieusement un certain nombre de dossiers ici, par exemple, c'est toute la mémoire dans la réalisation du SAGE, du schéma d'aménagement général. Et ici, vous avez tous les dossiers. Vous n'allez pas tout détruire avant de partir? Non. Ça sont des dossiers que je pourrais prendre avec moi. Mais je pense qu'il est utile que le futur ministre de chaque département puisse avoir. L'après-midi sera consacré à la visite du Fare Wahine, un nouveau bâtiment dédié aux jeunes mamans en détresse. La présidente du Conseil des femmes a su fédérer l'État et le pays autour d'un projet global de 206 millions de francs. C'est elle qui est pressentie pour prendre les portefeuilles de la solidarité et du logement. Je ne suis pas encore ministre jusqu'au 15 mai, donc pour moi, je ne suis que la présidente du Conseil des femmes aujourd'hui. Je veux quand même remercier, rendre hommage au président pour tout ce qu'il a fait pour les femmes que nous représentons. Une satisfaction pour le ministre Bouissou sur le départ. Il y a une période de sevrage. Lorsqu'on se lève le matin et qu'on n'a plus un agenda fourni, on est un peu parfois à tourner en rond, aller dans le jardin. Donc ça m'a énormément manqué. Mais bref, ça reste dans mes souvenirs, ça reste dans ma conscience. Et certainement ça le plus important. Secrétaire général du Ayaapi, puis du Tahuera, président de Rauthay, membre du conseil politique du Tapura,
Jean-Christophe Bouissou tourne une page politique. Mais il assure avoir plusieurs vies professionnelles. À 62 ans, il ne compte pas s'arrêter de travailler. Et nous accueillons maintenant notre invité, Monsieur le Président Yarana. Yarana Ayata, bonsoir à tous. Merci d'être sur Polynésie la Première. Avant de dresser le bilan de votre mandature, on vient de l'apprendre, Gaston Floss est hospitalisé ce soir. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur son état de santé? Vous rassurez, je pense qu'effectivement, Gaston Floss a fait une campagne active. Et ce, jusqu'au deuxième tour, puisque nous avons fait la campagne ensemble sur les 15 derniers jours. Donc je pense il doit avoir un coup de fatigue et c'est normal à son âge. Je pense qu'effectivement il est un petit peu tiré sur la machine, le moral est toujours au beau fixe, mais derrière il faut effectivement que le corps suive. Je crois qu'il est un petit peu fatigué, mais il reviendra. Pardon ? Juste besoin de repos. C'est ça, il a besoin de repos. Alors, vous êtes encore président jusqu'à minuit. Comment vous vous sentez ce soir? Plutôt triste, plutôt serein ou inquiet pour la suite? Il faut être serein. Hein. Et puis, il faut même être heureux. Nous allons avoir un nouveau gouvernement. Demain, à l'Assemblée, nous allons élire un nouveau président de l'Assemblée de Polynésie que nous connaissons bien, puisqu'il a déjà dirigé cette Assemblée. Et puis, vendredi, il y aura donc l'élection du nouveau président. Ce sont des résultats qui sont incontournables. Ils seront élus tous les deux. Et bien sûr que nous sommes disposés à travailler, bien sûr dans l'opposition, dans la minorité, mais nous sommes repartis. Voilà, il faut se requinquer et puis on y va. Et ça y est, vous avez digéré les résultats de ces élections. C'est pas si facile que ça à digérer, bien sûr. On traîne toujours là. Aujourd'hui aussi, j'ai fait un petit peu le tour de mes collaborateurs, des services qui ont servi à la présidence. Bien sûr que c'est avec un petit pincement au cœur, mais comme je leur ai dit, il faut continuer à servir. Vous êtes dans l'administration de ce pays, vous ne servez pas un homme, vous ne servez pas un président, vous devez servir votre pays. Donc, même si on se quitte un peu avec de la tristesse au cœur, mais il faut continuer à servir, il faut continuer à travailler. Après 9 ans passés à la tête du pays, quels sont vos regrets, tout ce que vous n'avez pas fait, vos remords, ce que vous auriez dû faire? Je suis assez satisfait malgré tout du travail que nous avons réalisé parce que nous avons repris le pays en 2014 dans une situation difficile à la suite de la crise économique que nous avons connue dans les années 2010. Et puis plus tard, effectivement, il a fallu gérer la Covid. Je pense qu'on s'en est sorti pas trop mal. Je ne veux pas dire bien, malgré les chiffres qui sont donnés aujourd'hui, tous les feux sont ouverts. Je pense qu'on a pu redresser le pays et le remettre sur les rails. Et donc, voilà, quelque part, il y a effectivement une grosse satisfaction, non seulement pour moi, mais je pense que mes ministres aussi eux-mêmes ont beaucoup travaillé, les membres de leur cabinet, et d'une façon générale, je pense que l'administration a essayé d'évoluer. Elle a été à la disposition des administrés. Il faut que ça continue, il faut que ce pays continue à vivre. Aujourd'hui, les résultats sont là. Est-ce que vous pensiez que si tout ça ne s'était pas passé, il y a eu le mariage de Thierry Alpha, la crise Covid, bien sûr, les dissensions au sein de votre parti, est-ce que vous pensez que la donne n'aurait pas été la même aujourd'hui? Vous savez, je suis quelqu'un, ça m'a été aussi reproché. J'ai toujours essayé de diriger les affaires politiques de ce pays avec le plus large consensus. J'ai toujours consulté, j'ai toujours écouté les autres. Et bien sûr, je suis très animé par l'unité de nos équipes et l'unité de mon parti, à commencer par cela. Et effectivement, les scissions qui ont commencé à apparaître avec le départ de Nicole Sonker et Nui Hawe, puis ensuite de Tevaro Fritz, m'ont beaucoup meurtri. Je dois vous avouer que ça m'a fait mal au cœur parce que je sais que partir divisé, c'est partir à la perte. Personne n'a pu s'en sortir en partant divisé. Mais justement, même avec ça, avec la sanction législative, vous disiez ne pas avoir saisi le message. Qu'est-ce que vous n'aviez pas compris exactement? C'est pas que je n'ai pas saisi le message, parce que c'est toujours très difficile d'interpréter le comportement des urnes. À la suite des législatives, oui, nous avons beaucoup souffert. Perdre 3 députés et ne pas avoir un correspondant à Paris pour nous,
autonomiste est un résultat vraiment pitoyable. Alors après, est-ce que c'est dû à quoi? Est-ce que vous avez cité certaines raisons? Est-ce que c'est dû à notre comportement? On nous a souvent dit qu'on était des personnes un petit peu qui se sentent au-dessus de la mêlée, enfin qui... Vous paraissez sûr de vous? Non, j'ai intérêt à être sûr de moi lorsque je prends des décisions. Mais malgré tout, je ne pense pas avoir transformé ce que j'ai toujours été, c'est-à-dire un homme à l'écoute et puis un homme je fais beaucoup de terrain, vous avez vu. Donc, je sens très bien le pouls des populations et c'est la raison pour laquelle j'avais d'ailleurs proposé à nos amis qui sont partis que après les législatives, je lâche le gouvernement pour plutôt faire du terrain et essayer de reconstruire le parti qui a souffert de ces résultats des législatives. Bon, ça n'a pas été adopté, ça n'a pas été accepté, donc je suis resté malgré tout au pouvoir pour continuer à travailler parce que nous n'avons pas arrêté. Nous n'avons pas arrêté de nous battre pour que l'État soit à nos côtés, pour que les entreprises continuent à vivre, pour que les familles s'en sortent. Nous nous sommes battus contre la hausse du coût de la vie, nous nous sommes battus pour le pouvoir d'achat. Bon, bien sûr que ce n'est jamais parfait et j'espère qu'on atteindra la perfection maintenant avec le nouveau gouvernement qui va arriver. Nous le verrons plus tard. Merci pour ces premières réponses. Nous allons revenir avec vous juste après ce reportage. Ils seront tous vêtus du même uniforme. Ce sont les 38 élus du Tavini Huir-Atira qui se préparent pour ce moment historique dans l'histoire du parti. À J- de cette première séance, Priscilla Itev et Sandroli ont suivi 2 représentants dans leurs préparatifs. Un enfant du pays comme on n'en voit plus beaucoup au Fénoua. Tel un Métoua, un patriarche, Mitema Tapati fait ses premiers pas à l'Assemblée territoriale en toute simplicité. Arrivé de Moorea ce matin, il a eu le temps de faire son fa à Pou et de nourrir ses cochons avant de rejoindre ses collègues du Tavini Huir-Atira. Normalement, on a une réunion du groupe vers midi. Après, il y a des préparations, les derniers préparatifs pour demain. Vestimentaire, tout ça. Après, c'est tout, on rentre à Moorea. De son côté, derniers réglages administratifs pour Maourea Ma'ama Tua Yahutapu au siège du parti à Fa'a. À part faire des démarches administratives, rien. Rester en contact avec les militants. Comme ce matin, nous étions sur le pont face à l'aéroport pour des remerciements aux électeurs. La paperasse terminée, passage obligé aussi à l'Assemblée pour récupérer sa tenue de représentante indépendantiste, sans signe distinctif, mis à part la couleur. Comme vous voyez, sans rien. De toute manière, nous sommes 38, nous arborons nos couleurs. Je pense que c'est suffisant pour montrer que nous sommes bien là. De nouveaux élus qui s'affichent également unis pour assurer un des leurs au perchoir de l'hémicycle. Mitema Tapati et Maourea Ma'ama Tua Yahutapu sont confiants et conscients du travail qui les attend ces 5 prochaines années. Edouard Fritsch, maintenant que vous allez vous retrouver dans l'opposition, est-ce que, comme pendant la campagne, vous allez agiter l'épouvantail de l'indépendance ou vous allez être attentif et surtout constructif? Non. Il fallait, je crois, que l'on attire l'attention des électeurs sur la conception du Tavini Huir-Atira pour ce pays et pour son avenir. Oui, le Tavini Huir-Atira, effectivement, si l'on entend encore le patron du Tavini Huir-Atira aujourd'hui, est toujours sur cet axe. On va à l'indépendance. Et vous l'avez même reçu ici dans vos studios. Oscar Timaro l'a précisé et reprécisé. C'est normal. Cet électorat Tavini Huir-Atira est attaché à ces objectifs qui sont des objectifs. Maintenant, les choses sont terminées. On va rentrer dans une autre phase qui est celle du travail, celle de la concrétisation des engagements qui ont été pris par le futur gouvernement, parce qu'il sera élu, bien sûr, comme Géros sera élu à l'Assemblée.
Bon, on va siéger dans l'opposition et être vigilant, bien sûr, sur ce qui va se passer concernant l'engagement qui a été pris pour l'indépendance de ce pays, mais aussi pour les autres engagements, et je pense en particulier au coût de la vie, je pense au pouvoir d'achat. Enfin, il y a beaucoup de choses, à la disparition de la CPS, il y a beaucoup de choses pour lesquelles, effectivement, nous avons des sujets à débat. Il ne s'agit pas de se taper dessus. Je crois que c'est pas constructif, bien sûr, mais je crois qu'il y a beaucoup de débats, effectivement, qui vont animer les journées de l'Assemblée demain. Ça va être houleux? Oh, ça va pas être houleux parce que je pense que Géros saura tenir son assemblée. Ils sont 38 malgré tout, et puis nous on a un petit nombre à côté. C'est la différence avec les 57. Mais c'est pas l'intérêt à mon avis. On s'est battu pendant 9 ans pour que l'ambiance à l'Assemblée soit une bonne ambiance. Et je pense que si on se respecte, si nous respectons notre président et si le président nous respecte, je ne crois pas qu'il y aura de dépression dans cette Assemblée. Alors, le Tavini prévoyait aussi de donner un ministère à l'opposition, mais il est finalement revenu sur sa décision en expliquant que ça serait trop compliqué de travailler avec l'opposition, notamment avec le Tapura. Vous vous y attendiez un peu? Non, du tout. Et je pense que moi aussi, j'aurais refusé. J'aurais refusé parce que, bon, vous savez, j'ai beaucoup de contacts avec les Calédoniens, c'est compliqué. C'est très compliqué. Bon, en plus, en Nouvelle-Calédonie, il faut obtenir le consensus, il faut que tout le monde... Mais avoir une opposition dans son gouvernement, c'est quand même... C'est difficile de composer avec des gens qui ne sont pas du même bord politique que vous? Oui, parce qu'on n'a pas la même vision des choses. Et ici, dans ce cas bien précis d'un rapprochement Tavini et Tapura, bien sûr que c'est presque impossible, rien n'est impossible, mais enfin c'est presque impossible et je m'inscrirai contre, bien sûr. Mais par contre, on peut alimenter. Nous pouvons, dans notre rôle d'opposition, alimenter les idées. Bon, je sais aussi que c'est compliqué parce que lorsqu'ils viennent avec leur projet, en général, c'est qu'ils ont déjà consulté et qu'ils ont bouclé leur projet, mais il faut nous rendre utile parce qu'en fin de compte, derrière nous, il y a quand même plus de 50 000 personnes qui ont donné leur confiance au Tapura Wiratiri et je ne veux pas les décevoir parce que si nous sommes là, c'est grâce à eux. Alors les compositions des commissions aussi vont être renouvelées à partir de demain. Le Tapura avait accordé la présidence de 2 commissions à l'opposition, à l'équipement à Teura Iriti qui était à l'époque au Tahwir Ahwir Atira et l'éducation à Chantal Galnan. Est-ce que vous espérez aujourd'hui que le Tavini en fasse de même avec vous? Oui, je l'espère en tous les cas. Puisque nous étions engagés, nous avons tenu notre parole. Ils se sont engagés à partager les commissions avec l'opposition. J'ai confiance. Je pense qu'effectivement, nous hériterons au moins d'une commission, puisque c'est les bruits qui courent. Je suis un peu comme vous, je ne suis pas au fait même des informations, mais je fais confiance à notre président. Et je crois que c'est faire beau jeu que de partager aussi avec l'opposition, comme je l'ai fait pendant 9 ans, une partie de nos commissions, car il faut aussi savoir partager un peu les responsabilités à l'Assemblée. Et vous souhaitez une commission en particulier ou vous attendez, non, prenez ce que l'on vous donne? Je n'aurai pas la prétention de choisir parce que je n'aurai pas ce que j'aurais choisi, parce que effectivement, mais je prendrai ce qui nous sera proposé et ce sera avec beaucoup de bonheur qu'on le fera. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, vous laissez le pays dans une situation économique favorable avec un PIB qui pourrait retrouver son niveau d'avant-crise selon l'IOM. C'est bien pour le nouveau gouvernement. Qu'est-ce que vous lui souhaitez? Oh, je souhaite bon vent. Hein. Je vais rencontrer Moïtei Broderson après son élection vendredi à 14h. Je vais lui remettre les clés de la présidence. Donc voilà, je vais bien sûr échanger avec lui sur la situation du pays. Je souhaite bon vent. Vous savez, j'ai eu l'occasion de rencontrer le haut-commissaire cette semaine aussi. Et je lui ai dit que je souhaite effectivement que, pour ce qui concerne en tous les cas les conventions déjà en place, que l'État continue à assurer les financements de ces conventions qui nous servent à construire des infrastructures, à accompagner la santé. Enfin, il y a beaucoup de choses pour lesquelles l'État intervient aujourd'hui. Ce serait malsain pour moi-même de demander à ce que tout cela s'arrête. Au contraire, je voudrais que le pays continue sur cette lancée et que la Polynésie vive bien.
Merci beaucoup, Edouard Fritsch, d'avoir été notre invité ce soir. Et donc demain matin, vous pourrez retrouver notre édition spéciale consacrée à l'élection du président de l'Assemblée. Vous retrouverez Lucille Guichet et Hayata Beluk à partir de 8h45. Une émission aussi qui sera diffusée en direct sur nos 3 antennes. Mais avant, Ibrahim Ahmed Aziz vous donne rendez-vous dans votre matinale radio pour parler politique encore avec Heinoui Lecaille, élu du Tavini Huir Atira à l'Assemblée de la Polynésie. À l'université, on échange sur l'insularité et les changements climatiques. On évoque surtout les questions fondamentales du droit de l'environnement. Ce colloque rassemble des juristes de toutes disciplines, des spécialistes d'autres sciences humaines et des experts des sciences dites dures, afin de porter des regards croisés sur des questionnements essentiels du droit de l'environnement. Des projets pourront peut-être émerger quand les énergies renouvelables sont un fort potentiel pour le pays, on le sait. C'est ce que nous dit Pascal Ortega au micro de Caroline Farry. Il y a des énergies qui fonctionnent très bien comme l'hydroélectricité. On pourrait la développer plus, mais ça peut engendrer des problèmes d'ordre de recevabilité par la population notamment. L'énergie solaire, on en a beaucoup, mais le problème c'est qu'il faut la stocker parce qu'elle est capricieuse. Et donc on peut réfléchir au système de stockage. Pour l'instant on a opté les batteries. Moi je vais faire une présentation sur l'hydrogène. C'est une question qui est encore levée. Est-ce que l'hydrogène avait l'avenir ou pas ? Du sport pour clore cette édition. Des centaines d'élèves ont répondu présents pour les finales de l'athlétisme de l'USSP. Ils sont collégiens ou lycéens de Tahiti, de Nukuhiva ou de Raiatea. Du relais, du javelot, du lancer de poids, du saut en longueur en passant par les vitesses de 50 mètres et les jeunes ont livré de magnifiques spectacles. Vous allez le voir dans ce reportage de Caroline Farry et Ar-Ihoetif Afana. C'est le point d'orgue de l'athlétisme scolaire. Les championnats de Polynésie rassemblent la plupart des collégiens et lycéens polynésiens. Ici, les courses de 1000 mètres avec des finales directes, un vrai challenge. Je suis rapidement tombé lactique, mal aux jambes. Et puis, c'est pas le temps que j'espérais faire, mais c'est quand même bien. Ça fait combien? Je sais pas, de 45 peut-être. Ouais. Et d'habitude, tu fais un peu moins? Ouais, vers 2,40. Au début, j'avais un peu peur parce qu'on partait en plus avec les garçons, donc ça faisait un peu peur. Mais au final, j'ai géré ma course dans mon coin et voilà. Course de haies, 100 mètres, 1000 mètres ou relais, des disciplines que certains participants découvrent parfois avec un peu d'appréhension. C'est un peu stressant pour nous quatre car c'est pas une discipline qu'on connaît très bien. Mais bon, on va essayer de faire avec. Ils viennent de Tahiti et des îles et parmi eux, de potentiels champions à venir. Je crois que tous les professionnels actuels qu'on a à la fédération sont issus du milieu scolaire, la majorité en tout cas, qui sont identifiés au sein des compétitions de l'USSP, qui ensuite après à l'AS, du coup le PS fait une passerelle avec l'association sportive et ensuite les clubs. Une journée mémorable pour ces jeunes sportifs et un pari gagné pour l'Union du sport scolaire de Polynésie. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Très belle nuit et à demain. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.